Je ne recommande pas aux gens d'acheter des actions aujourd'hui ou demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain. Je pense que tout dépend de votre situation, mais vous ne devriez pas acheter des actions à moins que vous ne vous attendiez, à mon avis, à les détenir pendant une période très étendue et que vous soyez financièrement et psychologiquement prêt à les détenir de la même manière que vous détiendriez une ferme sans jamais regarder une cotation et ne jamais la payer. Vous n'avez pas besoin de leur prêter attention. Je veux dire, la principale chose à faire, et vous ne choisirez pas le point le plus bas, et vous ne le choisirez pas, personne d'autre ne le fera pour vous ou quoi que ce soit du genre. Vous devez être prêt, lorsque vous achetez une action, à ce qu'elle baisse de 50%, voire plus, et à vous sentir à l'aise avec cela, tant que vous êtes à l'aise avec la détention. Et j'ai souligné, je pense il y a 1 an, peut-être 2 ans, dans le rapport annuel, enfin, juste celui d'avant le plus récent, j'ai souligné qu'il y a eu 3 moments dans l'histoire de Berkshire où le prix de l'action de Berkshire a chuté de 50%. 3 fois différentes. Maintenant, si vous le deviez avec de l'argent emprunté, vous auriez pu être ruiné. Eh bien, il n'y avait rien de mal avec Berkshire, lorsque ces 3 moments sont survenus. Mais si vous regardez le prix de l'action, et pensez que vous devez agir parce qu'il fait ceci ou cela ou que quelqu'un d'autre vous a dit, je veux dire, vous savez, comment pouvez-vous rester avec ça quand quelque chose d'autre monte ou quoi que ce soit? Vous devez vraiment être dans la bonne position psychologique et franchement, certaines personnes ne sont pas vraiment prudentes. Certaines personnes sont plus sujettes à la peur que d'autres. C'est comme le virus. Il frappe certaines personnes avec beaucoup plus de férocité que d'autres. Et la peur est, il y a quelque chose que je n'ai vraiment jamais ressenti financièrement, mais je ne pense pas que Charlie l'ait ressenti non plus. Eh bien, certaines personnes peuvent le gérer psychologiquement. Si vous ne pouvez pas le gérer psychologiquement, alors vous ne devriez vraiment pas posséder d'actions car vous allez les acheter et les vendre au mauvais moment. Et vous ne devriez pas compter sur quelqu'un d'autre pour vous dire cela. Vous devriez faire quelque chose que vous comprenez vous-même. Si vous ne le comprenez pas vous-même, vous serez influencé par la prochaine personne à qui vous parlerez. Et donc vous devriez être en mesure de tenir. Et je ne sais pas si aujourd'hui est un excellent jour pour acheter des actions. Je sais que cela fonctionnera sur 20 ou 30 ans. Je ne sais pas si cela fonctionnera sur 2 ans du tout. Je n'ai aucune idée si vous serez en avance ou en retard sur une action que vous achèterez un lundi matin. Ou le marché. Laissez-moi poser cette question qui est venue de Kevin. Il dit que ces dernières semaines, nous avons entendu des gestionnaires de fonds actifs dire que l'époque de l'investissement passif est révolue. La sécurité historique d'investir à long terme dans un fonds indiciel est révolue. Pourriez-vous donner votre avis sur ce sujet, en particulier en ce qui concerne les 10 prochaines années? Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas changé mon testament, et il précise que ma veuve aurait 90% des fonds dans des fonds indiciels, et c'est que je pense que c'est un meilleur conseil que ce que les gens reçoivent généralement de personnes qui sont payées beaucoup pour donner d'autres conseils. Vous ne gagnez pas beaucoup d'argent en conseillant un fonds indiciel S&P 500. Je veux dire, comment pouvez-vous dire que l'époque des fonds indiciels est révolue? Je veux dire, si vous dites que l'époque de l'investissement en Amérique est révolue, je ne serai pas d'accord assez violemment. Et y a-t-il quelque chose de spécial à propos des fonds indiciels qui serait un moyen terrible d'investir? Je ne pense vraiment pas qu'il soit très difficile d'avoir des preuves de cela. Je veux dire, si les fonds indiciels reflètent le marché, d'un côté il y a des frais élevés, qui pensent qu'ils peuvent choisir des actions, et de l'autre côté, il y a des frais bas. Je sais de quel côté je vais gagner du temps. Et il faut reconnaître que c'est dans l'intérêt de nombreuses personnes de vous convaincre qu'elles peuvent faire quelque chose qu'elles peuvent même croire pouvoir faire. Et un certain pourcentage d'entre elles le feront. Par chance et quelques personnes le feront par compétence et c'est ce qui le rend si tentant de trouver le Jim Simons ou quelqu'un qui va produire un rendement extraordinaire et Jim et son groupe l'ont fait par intelligence, mais c'est très inhabituel et d'ailleurs ils vont vous facturer beaucoup d'argent et ils vont peut-être même fermer leurs fonds, s'ils le font parce qu'ils ne peuvent pas le faire avec des sommes vraiment énormes par rapport à ce qu'ils ont, comment le record a été établi dans le passé. Alors il faut simplement reconnaître que vous traitez avec une industrie où il est rentable d'être un excellent vendeur. Et cela paie encore mieux si vous êtes un excellent vendeur et que vous pouvez réellement produire quelque chose.
Mais l'argent est dans la vente. Il y a beaucoup plus d'argent dans la vente que dans la gestion, en réalité, si vous regardez l'essence de la gestion de placement. Berkshire a investi dans de nombreuses entreprises avec des programmes de rachat d'actions. Récemment, il y a eu une réaction contre les rachats d'actions. Quels sont vos points de vue sur ce sujet? Eh bien, c'est très politiquement correct d'être contre les rachats d'actions maintenant. Vous savez, et ils vont l'incorporer dans le programme de prêt. Il y a beaucoup de choses folles dites sur les rachats d'actions. Les rachats d'actions sont si simples. Je veux dire, c'est une manière de distribuer de l'argent aux actionnaires. Et disons simplement que vous, moi et Greg, nous trois, décidons d'acheter une concession automobile ou une franchise McDonald's ou quelque chose du genre. Nous mettons chacun $1 million, vous savez, ou quel que soit le montant. Et nous nous entendons bien. L'entreprise se développe et tout ça, et l'un de nous veut vraiment dépenser sa part des bénéfices. Et les deux autres veulent laisser l'argent dans l'entreprise pour qu'elle se développe. Maintenant, si nous trois faisions cela, et que nous étions les seuls actionnaires, nous n'établirions pas un versement de dividendes à 100% pour tout le monde. Et nous ne gèlerions pas celui qui voulait sortir non plus. La chose logique à faire est d'acheter une partie, tout ce que cette personne veut dépenser annuellement à partir des bénéfices, acheter une partie de leurs actions, et les deux autres voient leur intérêt dans l'entreprise augmenter, et la troisième personne a toujours un peu plus d'intérêt par ce qu'elle laisse, mais elle peut aussi retirer de l'argent de l'entreprise. Vous prenez de l'argent hors de l'entreprise et dans les deux cas, et dans un cas, vous appelez cela des dividendes et vous l'envoyez à tout le monde, qu'il le veuille ou non, et avec les rachats d'actions, vous le donnez à ceux qui veulent de l'argent. Et je suis en train de suivre une politique de donation d'actions depuis 2006, et je donne beaucoup d'actions, mais les personnes, les philanthropies qui les reçoivent, les invités doivent dépenser l'argent, eux, très rapidement, plus ou moins. Donc, ils reçoivent $3 milliards d'actions ou ce que ça peut être, et je réduis en effet mon intérêt dans Berkshire, mais Berkshire conserve toujours plus de capital que je ne donne. Donc, j'ai plus de dollars investis, mais mon intérêt diminue, et les personnes qui ont besoin de liquidités pour mener à bien les efforts philanthropiques. Ils encaissent les actions et je ne force pas ma sœur ou qui que ce soit à prendre une grosse somme d'argent qu'elle ne veut pas. Elle veut que tout soit réinvesti, tout réinvesti dans l'entreprise et les personnes qui ne veulent pas vendre une partie de leurs actions. Et l'entreprise se retrouve dans la même position. Nous avons distribué une partie du capital dont nous n'avons pas besoin pour la croissance. Maintenant, savoir si l'entreprise doit l'acheter dépend de quelque chose. D'abord, ils devraient conserver l'argent dont ils ont besoin pour des perspectives de croissance intelligentes. C'est bien. Et deuxièmement, et c'est un point qui n'est jamais mentionné, ils devraient l'acheter en dessous de ce qu'ils pensent qu'il vaut. Ils feront des erreurs à ce sujet, mais vous faites des erreurs dans beaucoup de décisions commerciales. Mais cela devrait être le principe directeur. Et à ma connaissance, JP Morgan et Jamie Dimon l'ont dit. Nous l'avons dit plusieurs fois, vous savez, nous conservons, nous achèterons des actions quand cela sera avantageux pour l'actionnaire continue de le faire. Mais vous lisez toutes ces problématiques de rachat d'actions disant que nous allons dépenser 5 milliards pour les racheter ou 10 milliards. Eh bien, c'est comme dire que je vais sortir et acheter une entreprise cette année pour 5 milliards sans savoir ce que vous allez obtenir pour l'argent. Il devrait être sensible au prix, évidemment. Il devrait être sensible aux besoins, évidemment. Mais, quand les conditions sont bonnes, il devrait aussi être évident de racheter des actions, et il ne devrait y avoir la moindre allusion à cela, pas plus qu'il n'y en a pour les dividendes. Et les gens ont maintenant repris les cris sur la façon dont c'était terrible que les entreprises rachetaient des actions. Eh bien, vous pouvez dire que c'était terrible pour elles de verser des dividendes aussi, alors elles auraient plus d'argent maintenant. Mais elles faisaient ce qui était intelligent à l'époque, et j'espère qu'elles continueront à faire ce qui est intelligent à l'avenir. Greg. Non, la seule chose que je sais que tu as commenté dans le passé, Warren, c'est que je pense que la seule chose que nous constatons, et évidemment nous soutenons les rachats d'actions, mais il y a des entreprises qui ont probablement eu un peu trop de manœuvres financières, un peu trop astucieuses, en utilisant effectivement chaque once de leur bilan pour racheter des actions à un moment où elles ne créent vraiment aucun coussin pour leur entreprise, pour tout événement ou bosse sur la route. Et je pense que nous allons voir ça,
et je pense que c'est une conséquence très malheureuse pour elle, et c'est pourquoi vous obtenez certaines des réactions négatives. Mais il y a encore des entreprises, comme vous l'avez souligné, nombreuses qui le font bien. Ouais. S'ils les rachètent parce que c'est à la mode, parce qu'ils aiment vraiment l'idée. Il n'y a rien de mal à prendre une mesure qui augmente la valeur des actions restantes. Mais s'ils le font de manière très accessoirement, j'ai été témoin de certains programmes où c'était vraiment stupide. Eh bien, je ne pense pas que ce soit immoral, je pense juste que c'est stupide, vous savez, fondamentalement. Et d'autre part, nous favorisons les entreprises qui s'occupent de toutes leurs exigences de croissance et, comme le dit Greg, maintiennent des bilans sains et tout ça. Laissez une marge d'erreur pour les choses avec lesquelles vous pouvez être surpris. Et s'ils constatent que leur action se négocie en dessous de ce que vaut intrinsèquement l'entreprise, je pense qu'ils font une grosse erreur s'ils ne rachètent pas leurs actions et c'est un ballon politique et comme je dis que quand il devient politiquement correct de faire quelque chose dans ce pays, si vous êtes un politicien, la meilleure chose à faire est de s'y mettre. Mais, Berkshire va faire ce qu'elle pense être logique pour les actionnaires. Et nous aimons investir dans des entreprises qui pensent de la même manière. Évidemment, toutes les entreprises ne le font pas, j'ai reçu plusieurs variations de la question suivante, certaines plus polies que d'autres. Celle-ci est à peu près au milieu. Elle vient de Mark Blackley, qui écrit depuis Tulsa, Oklahoma, et il dit, comme beaucoup, je suis un fier actionnaire de Berkshire Hathaway. Cependant, en comparant la performance de Berkshire avec le S&P 500 au cours des dernières années, 5, 10 ou 15 ans, j'ai été déçu par la sous-performance de Berkshire, même depuis le début de l'année, Berkshire est en retard de 8% par rapport au S&P 500. À quoi attribuez-vous la sous-performance de Berkshire? Eh bien, je ne peux pas imaginer vendre un jour mes actions de Berkshire. L'argent est de l'argent. Eh bien, je suis d'accord, j'oublie son nom, mais vient de dire. Je veux dire, la vérité, c'est que je recommande le S&P 500 aux gens et je crois évidemment que Berkshire est aussi solide qu'un investissement individuel peut l'être, en termes de réalisation de rendement raisonnable au fil du temps. Mais je ne voudrais pas parier ma vie sur le fait que nous battrons le S&P 500 au cours des 10 prochaines années. Je pense qu'il y a une. Vous savez, je pense évidemment qu'il y a une chance raisonnable de le faire, mais, et nous avons eu des périodes, je ne sais pas combien sur les 50, 55 années où nous l'avons fait ou pas. J'ai mentionné plus tôt que 1954 était ma meilleure année, mais je travaillais absolument pour des cacahuètes, malheureusement. Et je pense que si vous travaillez avec de petites sommes d'argent, je pense qu'il y a une chance pour quelques personnes qui apportent vraiment quelque chose au jeu. Mais je pense que c'est très difficile pour quiconque de les identifier. Et je pense que quand ils travaillent avec de gros fonds, c'est plus difficile. Et c'est certainement devenu plus difficile pour nous avec de plus gros fonds. Et je ne ferai aucune promesse à quiconque que nous ferons mieux que le S&P 500. Mais ce que je leur promettrai, c'est que j'ai 99% de mon argent dans Berkshire et la plupart des membres de ma famille le sont, ils ne sont peut-être pas aussi extrêmes, mais ils s'en rapprochent, et je me soucie de ce qui arrive à Berkshire, sur le long terme, autant que quiconque pourrait s'en soucier. Mais vous savez, s'en soucier ne garantit pas les résultats. Cela garantit l'attention, mais Greg, eh bien, je serais d'accord pour dire qu'il n'y a jamais de garantie. Mais quand je regarde les actifs que nous avons en place et les équipes qui sont en place, vous êtes engagés envers Berkshire, mais nous avons des équipes dédiées qui sont également dévouées à Berkshire, et elles vont certainement faire de leur mieux chaque jour, et je pense que quand je regarde les actifs et les personnes, je pense que nous avons, comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas le garantir, mais nous avons grande chance de donner un bon effort pour faire mieux. Il est difficile d'imaginer obtenir un résultat terrible avec Berkshire, mais vous savez, tout peut arriver, et ce que je sais, c'est que ce serait plus facile de diriger 5 millions que notre valeur nette comptable à Berkshire à la fin du trimestre. Je pense qu'elle était de 370 milliards, ce qui est en baisse, mais c'est toujours supérieur à la valeur nette comptable de n'importe quelle société aux États-Unis. Je veux dire, peut-être qu'il y a une société fédérale qui a plus, mais en termes de taille c'est peut-être la plus grande au monde. Je n'en suis pas sûr. Ça rend la vie difficile d'une certaine manière, aussi. Non, et le potentiel de nos activités opérationnelles est considérable.
Quand vous pensez, nous avons parlé d'énergie, vous l'avez mentionné, cette infrastructure continue de changer. Il y a, vous savez, nous sommes prêts pour 100 milliards de possibilités d'investissement là-bas. Si nous examinons simplement l'entreprise au cours des 10 prochaines années et l'infrastructure nécessaire et comment elle change des investissements substantiels là-bas qui me disent simplement que nous avons de très bonnes perspectives. C'est difficile. Notre potentiel à la baisse est très bien protégé. Nous avons 3 entreprises vraiment fondamentales et formidables. Oui, et nous sommes mieux positionnés que quiconque dans le secteur de l'énergie, simplement parce que nous n'avons pas de dividendes à payer. Nous avons conservé 28 milliards de bénéfices sur 20 ans, vous ne pouvez pas le faire si vous dirigez une entreprise publique normale. Et nous avons un énorme appétit et le pays en a besoin. Le monde en a besoin. Et nous sommes une entreprise très logique, bien structurée, bien gérée, je dirais, parce que cela ne m'implique pas de participer de manière significative aux énormes besoins à travers le monde maintenant. Vous savez, ils sont lents et ils impliquent des gouvernements, je veux dire, et, vous savez, les gouvernements des États et il y a beaucoup des choses, ce n'est pas quelque chose qui se passe dramatiquement. Cela arrivera, et Berkshire devrait participer de manière importante. Nous pouvons faire des choses dans l'assurance que personne d'autre ne peut faire. Eh bien, cela ne signifie pas grand-chose, de nombreuses fois, mais parfois, cela peut être important. Il y a donc des avantages à la taille et à la force. Mais il y a aussi des inconvénients à la taille. Si nous trouvons une excellente opportunité pour $1 milliard pour doubler notre argent, c'est 1 milliard avant impôt et c'est 790 millions après impôt. Et sur une valeur marchande de 450 milliards ou quoi que ce soit d'autre, cela ne représente pas grand-chose, malheureusement. Nous essaierons quand même de le faire si nous le pouvons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez de laisser vos avis en commentaire.